Bienvenue tout le monde à cette première édition du Plumet Live de 2026. Normalement, c'était Aka qui prenait la relève. Là, c'est rendu moi. Et je vais suivre justement, là, on continue notre série de Plumet Live, une série d'entretiens avec les personnes issues du monde du livre. On s'est beaucoup concentré l'année dernière sur les maisons d'édition, les autrices, les auteurs qui sont à auto-édition, des plus petites maisons, mais je voulais quand même qu'on voit un autre volet qui se trouve tout autant dans le monde littéraire, soit les revues. Et c'est pour ça que notre première invité pour l'année 2026, c'est Pascal Rowe, qui est directeur littéraire de Solaris. Donc, Pascal, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview sur notre serveur. Merci de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de venir parler d'écriture et de la revue. Ah, mais c'est génial. Ben justement, là, avec ce qu'on a discuté tout à l'heure, vraiment, il y a beaucoup d'informations à donner. Fait que j'espère que vous allez pouvoir apprécier tout le monde la discussion que nous aurons. Donc, on va y aller très simple. On va commencer avec qui tu es, c'est quoi un peu ton parcours pour qu'on puisse savoir un peu plus qui est Pascal Rowe. Ah, mon Dieu, mon parcours. Est-ce qu'on a 3 heures devant nous? Bon, je vais faire quand même assez simple. Mon parcours dans le milieu du livre, c'est que j'ai été libraire longtemps. J'ai été libraire en France aussi. En fait, c'est que j'ai immigré au Québec en 2001, à l'âge de 25 ans. Je suis né, j'ai grandi évidemment en France. J'ai été libraire en France et en arrivant au Québec, à nouveau, j'ai été libraire. À partir de là, j'ai fait un certain nombre de trucs autour du livre. J'ai fait de la chronique littéraire à la radio communautaire. J'ai fait de la critique dans des revues, dans des magazines. Et puis, en 2007, je suis devenu coordonnateur de la revue Solaris et également coordonnateur de la revue Alibi, qui était la petite sœur pour le policier, mais qui n'existe plus. Et en 2015, je suis passé directeur littéraire pour Solaris. Et en même temps, j'étais aussi rendu adjoint à l'édition aux éditions à lire. Et en 2017, je suis parti à mon compte comme traducteur littéraire. Et j'ai continué à être directeur littéraire pour Solaris. Et depuis, disons, 2 ans environ, il n'y a pas vraiment de date parce qu'à un moment donné, ça a popé dans la revue. L'éditeur a écrit que j'étais co-rédacteur en chef. Fait que voilà. Et je suis aussi écrivain d'imaginaire à côté. J'ai commencé à publier en 2008 et j'ai publié essentiellement de la nouvelle et des essais. Ah ouais. Puis justement, tu dis l'imaginaire, est-ce que tu avais plus un genre de prédilection dans l'imaginaire? Est-ce que c'est plus du fantastique, du fantasy? C'est un peu de tout? Au début, j'écrivais surtout du fantastique. Et puis après ça, j'ai plus écrit de la science-fiction. Et finalement, je pense que je fais un peu de l'hybride. Ce que je OK. recommande pas du tout de faire aux débutants. Mais disons, c'est un petit peu hybride mes affaires. Des fois, c'est pas clair. Ça pourrait être de la science-fiction ou de la fantasy. C'est assez trouble pour ne pas avoir à donner un genre. Mais ça reste de l'imaginaire dans son ensemble parce que comme tu le sais, c'est vaste, hein. Des fois, tu Énormément, fais de oui. la science fantasy, des fois, tu fais du réalisme magique, des fois, tu fais de l'horreur fantastique ou du fantastique horrifique ou de la SF horrifique, où tu fais tellement de mélanges, il y a tellement de possibilités. Bon, j'écris de l'imaginaire, c'est pas mal ça. Et je C'est un terme m'intéresse très général beaucoup, qui englobe tout. c'est ça, mais je m'intéresse beaucoup au pop punk OK. en Oh, c'est particulier. intéressant. Ouais. Ah, OK. C'est pas nécessairement un genre qui est très populaire, j'imagine, à l'intérieur ou Euh, dans le monde littéraire? En fait, ça commence à devenir de plus en plus populaire du côté anglophone. Il y en a vraiment beaucoup. Si vous avez lu Becky Chambers, on est dans le pop punk à fond. Mais du côté francophone, c'est un petit peu moins fort, mais ça commence de plus en plus. Puis c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que dans le pop punk, on a aussi souvent l'imaginaire queer. Puis ça, c'est aussi mon domaine, parce qu'il y a tellement de possibilités en imaginaire pour pouvoir développer des univers où les identités queer sont simplement normalisées et ne sont pas un enjeu. C'est ça que j'aime dans le pop punk aussi, c'est que des choses qui sont des enjeux dans la société d'aujourd'hui ne le sont pas plus tard. Simplement, peut-être pour préciser ce que c'est le pop punk,
Ouais, justement, c'était ça. J'ai vu rapidement quelqu'un se poser la question. Donc, brièvement, c'est quoi le hope punk? Brièvement, bon, c'est généralement la science-fiction, mais on peut en faire en fantasy aussi. C'est, contrairement à la grosse dystopie, qu'on lit partout, qu'on voit partout dans les médias et au cinéma, le hope punk, en fait, se concentre sur l'après. Mettons, il y a une apocalypse quelconque, on se concentre sur l'après, à reconstruire en communauté et à refaire des sociétés, mais par le groupe, la solidarité, avec l'idée de ne pas refaire le même système qui est à la fois capitaliste et patriarcal. Euh, Éventuellement, on peut aussi adresser les enjeux écologiques. Là, on est plus dans le solar punk, mais on est toujours dans le hope punk. En gros, c'est faire de la SF positive, mais ça ne veut pas dire de la SF naïve. C'est que c'est de la SF où l'espoir est un muscle qui est mis en branle pour qu'on reconstruire ou construire ensemble. Et ça, c'est OK. vraiment mon trip. Ah, OK, c'est intéressant. Il y a quelqu'un qui se pose comme question, est-ce que ça peut être un peu affilié à Star Trek? Star Trek est totalement du hope punk, solar punk. On est Ah, bon, ben totalement voilà. là-dedans. Ouais. Donc, si vous appréciez énormément Star Trek, ben, vous savez que Pascal s'intéresse à l'écriture du hope punk et ça tombe là-dedans. Que Ah, OK. dans Star Trek, on est dans un futur très loin où l'humanité a vraiment adressé énormément de problèmes et travaille ensemble. Et c'est ça qui est Mhm. magnifique dans Star Trek, à quel point c'est tellement contemporain, même si ça a commencé il y a très longtemps, c'est Oui, d'actualité. C'est parfait. Star Trek, c'est vraiment un très bon exemple pour ça. très, très innovateur, ça, c'est sûr et Oui, certain. oui. Ah, OK, intéressant. Ah, bon, ben, merci beaucoup. Tandis que, ben, alors, on va revenir un peu avec tout ça, mais je vois justement que ton intérêt pour l'imaginaire, ça fait en sorte que ça découle avec Solaris, qui justement s'intéresse au thème imaginaire. Donc, qu'est-ce que Solaris en tant que tel? C'est quoi son mandat? C'est quoi son historique, etc. Là, si tu pouvais nous faire une brève présentation là, là-dessus. Oui. Alors, Solaris, c'est une revue littéraire d'imaginaire qui existe depuis 1974. Donc, c'est la plus ancienne revue d'imaginaire francophone au monde, qui n'a jamais arrêté de publier une seule fois. Il n'y a jamais eu aucun arrêt depuis 1974. Donc, Wow! ça, c'est le format actuel, qui est le format livre. On appelle ça l'anthologie permanente des littératures de l'imaginaire. On le publie 4 fois par année. Donc, la particularité d'une revue littéraire, c'est qu'on publie de la fiction. Généralement, c'est une centaine de pages de la revue. La revue fait 162 pages à chaque numéro. En effet, ouais. On publie de la fiction, on publie des articles et on publie aussi de la critique avec une équipe de critiques qui lit et qui dit qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé, qu'est-ce qu'il faudrait surtout lire ou absolument pas. Euh, c'est une équipe, on a une équipe derrière. La revue Solaris a été reprise en 2000 par les éditions à lire, qui, vous connaissez peut-être cette maison d'édition parce qu'elle publie Patrick Sénécal en particulier, Le grand maître ou de l'horreur. le grand maître de l'horreur. Et donc c'est ça, on publie autant des autoristes professionnels que des personnes qui en sont à leur première publication. Par exemple, dans ce numéro-ci, on a deux nouvelles autrices, Véronique Reed et Blanche Richet. C'est leur premier texte publié à vie. Et donc c'est vraiment la relève. Et donc notre mission à Solaris, c'est d'être une plateforme pour l'imaginaire. C'est de publier, en fait, c'est de représenter ce qui se fait en français en imaginaire au Québec, mais aussi en Europe, parce qu'on publie aussi des auteurs qui viennent de France, de Suisse, de Belgique, et en fait de partout, il y a de la francophonie en fait. On- Mhm. et, euh, et notre but aussi, évidemment, très avoué, c'est de permettre à la relève d'être publiée et d'apprendre à travailler avec des éditeurs, avec des directeurs littéraires, avec des réviseurs linguistiques, et donc de voir leurs premiers textes publiés, et disons de monter une relève, de participer en fait à ce que ces gens-là soient publiés et republiés, et finissent peut-être par devenir des autoristes professionnels à terme. Ça, c'est vraiment notre but. OK. C'est ce que je préfère, on lit des soumissions, n'importe qui peut soumettre des textes. Vous n'avez pas besoin d'être professionnel, vous n'avez pas besoin d'avoir jamais publié, au contraire. Vous allez sur le site internet, vous allez à la section soumission, vous avez le courriel pour envoyer des textes et comment le faire. Nous, on lit tout.
On lit absolument tous les textes de A à Z, de la première à la dernière page, et on décide, on va publier ça, 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 ça. Il y a des auteurs qu'on connaît bien parce qu'on les publie souvent, puis des fois, il y a des textes où je tombe en amour avec le texte, puis je suis, ok, qui est cette personne? Cette personne n'a jamais publié. Ah, c'est la relève, et c'est bon. Et là, c'est ma récompense de directeur littéraire et de co-rédacteur en chef. Une nouvelle personne, une nouvelle auteurice a publié, et ça, c'est juste le bonheur de découvrir des nouvelles personnes qui écrivent. Ça, c'est le trip absolu. C'est sûr que bon, publier des auteurs qu'on a publiés 20 fois ou 100 fois, c'est bien parce qu'on est toujours content. Mais des nouvelles personnes, la relève, c'est pour ça qu'on vit là. Clairement, on ne devient pas directeur littéraire d'une revue parce qu'on veut gagner sa vie avec ça. C'est une vocation. Ah oui, C'est vraiment une clairement. vocation. Ouais. Ben, tandis que tu parles justement de ton poste de directeur littéraire, est-ce que tu pourrais juste donner les grandes lignes de ce que c'est en tant que tel ton poste pour qu'on puisse avoir une meilleure idée de qu'est-ce qu'il y en est? Admettons, de tous les. Dans, tu sais, dans une journée normale d'un directeur littéraire, qu'est-ce que tu fais? En tant que directeur littéraire, qu'est-ce que je fais? Bon, je lis évidemment les nouvelles qui entrent. Je donne mon avis. On est plusieurs dans le comité de direction littéraire. Je suis pas tout seul. Évidemment, on décide tel texte a l'air intéressant, on pourrait publier ci, etc. Puis on est comme bon, ce texte-là est assez bon pour la revue. Qui veut le faire? Qui veut s'en occuper? Fait que là, on choisit parce qu'on a évidemment des affinités plus ou moins grandes. Puis là, on se dispatche les textes. Et c'est là que commence le travail de direction littéraire. On lit les textes, on les décortique à fond, et on regarde qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marcherait pas, ou qu'est-ce qui marche mais qui pourrait être poussé encore un petit peu. Le rôle de directeur littéraire, c'est un peu comme une espèce de coach pour écrivain. Comme OK. par exemple, mettons, vous regardez le sport, vous avez des athlètes, tous les athlètes ont des coachs. Ces athlètes sont déjà bons, ce sont déjà des sportifs accomplis, mais les Mmh. coachs sont là pour les pousser encore plus pour avoir de meilleurs résultats. Le directeur littéraire est un coach pour écrivain, regarde le texte et se dit, est-ce qu'on pourrait pousser ce texte plus loin dans l'esprit du texte, sans trahir ce que l'auteuriste veut en faire, et toujours en discutant avec ce que la personne est à l'aise de faire, mais surtout, on pousse plus ou moins selon le niveau d'expérience. C'est sûr que, par OK. exemple, si je reçois un texte de Patrick Sénécal et que c'est un bon texte, mais je suis comme ah, Patrick, t'es capable de faire mieux, je le sais, là. Je t'ai lu 100 fois. Fait que je vais pousser Patrick jusqu'à ce que son texte soit vraiment au niveau de Patrick. Si j'ai, par exemple, une personne lambda qui n'a jamais publié, dont c'est le premier texte, qui est donc quelqu'un de la relève, je vais pousser moins loin, puis je vais lui demander jusqu'où est-ce que tu penses pouvoir aller avec ce texte. Qu'est-ce que t'es? Mais toujours, c'est une discussion. Et on travaille toujours dans le sens du texte et dans le sens de l'autorise. Je vais jamais dire, moi je pense que ce texte-là il devrait être écrit de telle façon parce que c'est comme ça que moi je l'écrirais. Fait qu'il faut Mmh. plonger dans le texte profondément et il faut toujours y aller avec délicatesse parce que étant moi-même écrivain, je le sais à quel point on met tellement d'ego dans nos textes, on est tellement fragile. À chaque fois qu'on se fait dire oui, ça marche pas, là, mon Dieu, ça y est, je vais arrêter d'écrire, c'est foutu, je suis nul. Je le sais à quel point c'est dur d'être un écrivain. Donc on y va toujours pour essayer de travailler avec l'auteur de la façon la plus confortable possible et toujours de manière, j'allais dire de manière consentante. Hein, je veux dire, c'est un espace sécuritaire où les autoristes sont très vulnérables parce qu'on travaille sur leur bébé. Donc Mmh. c'est ça le travail, c'est toujours essayer de pousser le texte avec l'autoriste dans le sens du texte et apprendre à lâcher prise sur des trucs que ça aurait vraiment pu être poussé, mais je sens que la personne en face est arrivée au maximum. Et OK. donc, en fait, le but, c'est d'amener ce texte pour que la personne qui va publier peut-être son premier texte dans Solaris puisse regarder ce texte dans 10 ans et se dire je suis toujours fier de ce que j'ai fait. Parce que c'était le maximum de ce que je pouvais faire avec les outils que j'avais au moment où je l'ai publié. C'est le OK. but. Ouais. Ah! OK, mais c'est vrai. De ce que je comprends, en fait, c'est ça, un directeur littéraire, ça va être il va avoir un rôle plus poussé qu'un éditeur dans une maison d'édition, en fait, de ce que je comprends. En fait, les éditeurs dans une maison d'édition sont souvent des directeurs littéraires.
C'est souvent la même OK. personne. Le Mmh. travail dans une maison d'édition, ça dépend laquelle. Il y a des maisons d'édition qui font peu de direction littéraire et ça paraît parfois d'ailleurs quand on lit les romans qui sont publiés et d'autres font un travail de fond comme ça. Mais souvent les OK. éditeurs sont eux-mêmes des directeurs littéraires et qui sont eux-mêmes souvent des écrivains. Mmh. On est souvent, aux 2 extrémités de l'écriture. Mais, normalement, il devrait toujours y avoir une direction littéraire dans n'importe quel, dans n'importe quel texte, même en traduction. Je suis aussi Mmh. traducteur. J'envoie mes textes à la maison d'édition et j'ai un directeur littéraire qui repasse et qui fait une direction littéraire comparative avec le texte original, le texte traduit en me disant: «Hey, il me semble que là, tu t'es planté. C'est pas ça que ça veut dire». Ou: «Hey, il manque, un paragraphe là». OK, OK. Ça arrive, mais et pareil, c'est un travail en fait de minutie où normalement l'éditeur vérifie et va toujours dans le sens. Évidemment, il y a des directeurs qui sont plus loose, puis plus les autoristes sont professionnels, moins ils ont besoin d'avoir une direction littéraire serrée aussi parce que tu as juste à leur dire: «J'aimerais avoir plus d'émotion dans cette scène». Tu as pas besoin de leur expliquer ce qu'il faut faire pour mettre de l'émotion dans cette scène. Quand c'est quelqu'un Mmh. qui débute, tu lui dis: «Je pense qu'il pourrait y avoir plus d'émotion dans cette scène. Tu pourrais peut-être montrer tel aspect de tel personnage et ce serait le moment de mettre cette information-là à telle place pour le montrer». Et là, la personne: Mmh. «Oh OK, c'est comme ça que je pourrais le faire». Mmh. OK. Ah, c'est vraiment intéressant. OK. Puis là, j'imagine que c'est quand même un grand défi d'être directeur littéraire et de suivre la personne quand c'est un court texte de je pense que c'est à peu près une quinzaine de pages que tu m'avais dit? Bah, en fait, on peut aller jusqu'à des textes de 10 000 mots, OK. ce qui est quand même long pour de la nouvelle. On publie des disons des courtes novellas, à l'occasion, quand le texte est vraiment très solide. Mais c'est sûr que faire retravailler 10 fois un texte de 5 000 mots versus faire retravailler 10 fois un texte de 60 000 mots, ça fait un petit peu moins mal. Pas mal. Tu t'essouffles moins et c'est vraiment l'occasion d'apprendre à travailler sur ton texte avec un regard extérieur d'un professionnel qui te dit: «Ça marche pas. Il y a un paradoxe là et non, on le publiera pas si tu règles pas ça». On est des «méchants» entre guillemets, mais c'est pour le bien du texte parce que tu veux pas te retrouver à te faire passer tous les défauts d'un texte, puis ensuite te dire: «Ah, j'ai mon premier roman, il fait 98 000 mots, puis c'est le premier tome d'une série de 5 parce que La Relève fait souvent ça, faire des séries de 5. Tout ils veulent publier des grandes sagas et puis tu arrives avec ton chéri, ton bébé, tu as travaillé depuis 10 ans sur ton premier roman qui est très long, tu le proposes à l'éditeur et qui te dit: «Ça marche pas». Mmh. Mais tu sais pas quoi retravailler parce que tu as jamais travaillé avec un directeur littéraire. Fait que c'est aussi une façon en fait de te préparer, au fait que le métier d'écrivain, c'est difficile. Oui, énormément parce que c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est de devoir laisser de piler sur l'ego pour être sûr de, recevoir les commentaires nécessaires pour aller de l'avant, puis justement recevoir peut-être une meilleure réception de ton texte. Puis c'est intéressant justement d'y aller avec une revue, j'imagine, parce que vu que les textes sont plus courts, comme tu as dit, vu que tu retravailles plusieurs fois, ça fait en sorte qu'après ça, quand c'est un plus long texte, ben tu sais déjà à quoi t'attendre pour Ouais. travailler pour que ça soit mieux. Mmh. Il y a un autre avantage en fait à travailler avec une revue, puis déjà publier dans une revue, c'est que, mettons que tu as déjà publié, 2-3 fois dans des revues et puis là, tu as une novella ou un roman ou autre chose à proposer à un éditeur, puis tu envoies avec ta lettre de présentation disant: «Bah, j'ai déjà publié dans telle et telle et telle revue» et l'éditeur, vous lit ça, OK, lit ton roman. Il dit: «Oh, il y a du potentiel. Ah, cette personne a déjà travaillé avec des revues, professionnelles que je connais. C'est quelqu'un qui est capable de travailler avec un éditeur. On va lui donner une chance». Mmh. Versus quelqu'un qui arrive avec le même manuscrit, qui a le même potentiel, mais l'éditeur ne sait pas si la personne est capable de travailler avec un éditeur et va peut-être dire: «Renvoyez-moi une autre version, Mmh. puis on va en rediscuter». Versus on va te prendre en charge parce qu'on sait que tu es capable de travailler, puis qu'on va avoir un résultat. C'est ça que tu as déjà vu, c'était quoi justement, comment passer à travers le processus et cetera. OK, d'accord. Ah, ça Ouais. c'est justement là, c'est là justement que je voulais mettre en valeur la re le te
le modèle de revue littéraire parce que ça peut tellement être une belle porte ouverte à tout. Et Oui. justement, là-dedans, là, j'avais comme question, est-ce que le processus, tu sais, les démarches éditoriales, est-ce que ça s'apparente vraiment à une maison d'édition traditionnelle ou il y a des spécificités propres à la revue, mis à part, par exemple, le nombre de pages, quelque chose de même qui vraiment peut se... Est-ce que c'est différent ou il y a quand même plusieurs similarités? Je dirais que le travail de direction littéraire en tant que tel est le même, parce que on fait une direction littéraire, on retravaille le texte, il y a un échange entre l'éditeur, directeur littéraire et l'auteurice. Une fois que le texte est prêt, il est envoyé à la révision linguistique, qui est une autre étape où les réviseurs traquent les coquilles et les trucs que le cerveau a laissé passer parce qu'on l'a juste lu 50 fois, puis que l'auteurice est plus capable de voir parce qu'elle l'a lu, écrit 1 million de fois. Et ensuite, quand le texte est prêt, ben c'est comme, ok, c'est bon pour le montage. Puis là, il y a un contrat, puis Solaris paye les auteurices. Toutes les revues ne payent pas, parce que toutes ne sont pas professionnelles, dans le sens qu'il faut avoir des subventions, ou alors il faut être affilié à une maison d'édition qui a l'air insolide. Mais sinon, c'est la différence notable entre une revue et une maison d'édition, c'est le délai. OK. Une revue, on va peut-être te dire, on prend ton texte et on le publie dans le prochain numéro, la date de tombée, c'est dans 1 mois. Oh! La maison d'édition, ça va être, on te le prend, puis tu vas être publié l'année prochaine possiblement. Donc, tu pourrais envoyer une nouvelle à Solaris, puis là, on est en train de choisir les textes pour le prochain numéro, puis là, il y a un texte qui est comme, oh, waouh, il fit tellement bien dans notre sommaire, on l'accepte, puis on écrit à l'auteur, êtes-vous prêt à travailler vite parce que c'est là que ça se passe. Ça peut arriver comme ça. Oh my god! OK, c'est assez OK. Puis j'imagine que c'est pour ça qu'il y a plus. Ben, je me pose la question, est-ce que c'est pour ça qu'il y a plusieurs membres de la direction littéraire pour justement accélérer le processus ou. Oui, puis OK. concrètement, il y a des textes que j'accepte parce que je sais qu'ils sont bons, mais ils me parlent pas. Ils me parlent pas, j'aime pas Ah! spécifiquement ce genre-là, mais je reconnais la qualité, fait que je dis: «Oui, on va le prendre», mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une affinité avec ce texte-là, qui veut le travailler? Puis généralement, c'est comme ça qu'on fait. Il y a des textes que je trouve, parfois j'aime beaucoup, mettons, lire de la art science fiction aussi. Je trouve ça hyper tripant et mes OK. connaissances scientifiques sont ridiculement mauvaises, pour faire travailler un texte aussi précis en sciences. Fait que je vais le donner à quelqu'un qui est: «Ah ouais, moi je connais bien le sujet, je vais pouvoir vérifier, si son astrophysique, a du sens ou pas». Ou des fois, il y a des trucs, c'est fantastique horrifique. Oui, bon, ça me parle pas tant, mais il faut avoir une affinité avec les textes. C'est pour ça qu'on est plusieurs. De toute façon, je pourrais pas faire tous les textes à moi tout seul. Heu, je suis pas Mhm. aussi polyvalent que ça et puis des fois, je sais juste pas quoi faire avec un texte. OK. Je sais qu'il est bon, il a du potentiel, il y a un truc qui fonctionne pas nécessairement, mais je sais pas quoi faire. Alors là, on discute, c'est est-ce que quelqu'un sait quoi faire avec ce texte? Parce que si personne sait quoi faire, on va juste pas le prendre. Donc il faut effectivement lire puis se dire: «Est-ce que j'ai une idée de comment retravailler ce texte-là?» Heu, il y a quelqu'un, je Mhm. pense, dans le chat qui disait: «On fait de la psychologie, on fait réellement de la psychologie». Parce qu'il faut savoir aussi, personnellement, est-ce que moi, je suis capable de le faire? Est-ce que je peux Mhm. vraiment aider l'auteurice à développer son texte ou pas? Comme par exemple, des fois, on reçoit aussi des essais. Puis moi, les essais, Mhm. je suis pas très doué, fait que là, on fait lire ça à quelqu'un qui est un peu en dehors de la revue, qui est Elisabeth von Arbour, qui est toujours quand même en direction littéraire et elle est vraiment, très bonne. On lui envoie ça: «Qu'est-ce que tu en penses? Oui, est-ce que tu as envie de retravailler ça avec l'auteurice? Oui, OK, on te le donne». Puis des fois, on lui donne aussi des textes qui demandent beaucoup de retravail, que ce qu'on appelle, c'est vraiment le long shot là. Puis souvent, c'est un texte qu'on n'a pas accepté, mais on a proposé à l'auteurice une direction littéraire gratos, en lui disant: «On Oh, vous OK. promet pas une publication, mais on vous propose de travailler avec une pro». Puis Elisabeth von Arbour, si vous connaissez pas, elle écrit depuis 60 ans, elle publie depuis de nombreuses années, c'est une des meilleures écrivaines de science-fiction francophone, à mes yeux et c'est quelqu'un qui va faire travailler la personne peut-être sur des mois,
Puis peut-être qu'on publiera pas le texte pour finir pour toutes sortes de raisons, mais la personne va quand même repartir avec un texte travaillé, avec des techniques d'écriture, avec la possibilité d'évoluer dans son écriture. On a aussi un mandat Mhm. de mentorat pour des textes où on se dit ça pourrait, mais là, c'est pas vraiment, on peut pas vraiment le publier dans cet état-là, entre guillemets. Mais donc on le met un petit peu à côté, puis on laisse travailler quelqu'un dessus, puis de nous dire au moment où ce sera prêt, tu nous le diras. Puis là, on va le publier. Mhm, mhm. OK, d'accord. Mais justement, j'ai une question qui s'est développée pendant que tu expliquais tout ça. Est-ce que, tu sais, justement, tu parles de proposer une direction littéraire gratuite suite à un texte qui ne pourrait pas nécessairement être publié. Est-ce que tous les textes que vous recevez, est-ce que vous vous donnez une réponse à ces textes-là ou est-ce que c'est vraiment des textes ciblés que vous allez donner une réponse, que ce soit positif ou négatif? On répond à tous les textes. Donc OK. si vous soumettez une nouvelle, on va vous répondre que ce soit un non ou un oui. Même si c'est un non, puis on n'a pas vraiment de commentaires à faire, il va y avoir un non. Puis des fois, on répond non, mais on voit les qualités du texte. Puis là, notre coordonnatrice, Francine Pelletier, qui est aussi autrice aux éditions à lire, nous dit: «Ah, c'est dommage de pas le publier, mais donnez-moi vos commentaires, puis je vais faire une réponse un petit peu plus argumentée pour dire, bah, on a trouvé que ça c'était bien, mais vous pourriez peut-être affiner telle affaire». Puis c'est pas non plus on vous propose une direction littéraire. On peut pas faire ça avec tous les textes non plus, mais des fois on voit des textes qui ont vraiment un petit peu Hmm. de potentiel, mais qui sont, on va le dire, qui sont tout croches, ou qui sont des textes vraiment débutants. Mais là on se dit, ça vaut la peine de Mhm. dire à la personne, travaille tel aspect. Puis renvoie-nous des textes, puis on va te relire après. Mais on répond toujours. Si vous n'avez pas de réponse à votre texte, c'est qu'il s'est perdu dans les méandres de l'Internet, parce qu'on répond à tout. OK. C'est bien noté, ben merci. Justement, j'avais aussi une question par pure curiosité. Est-ce qu'il peut avoir certaines éditions de Solaris où il va avoir plus un accent sur des textes, par exemple, toutes du science-fiction ou toutes de fantasy, où vous essayez d'égaliser, de balancer au niveau des textes que vous publiez dans les éditions? Généralement, on essaye d'avoir une bonne variété dans chaque numéro, mais c'est arrivé qu'on fasse des numéros spécial SF ou spécial fantastique, ou pas spécial fantasy, parce qu'on en reçoit beaucoup moins de fantasy en nouvelles. Mais OK? ça va un petit peu avec le hasard des soumissions aussi. C'est qu'on essaie aussi de publier dans l'ordre d'acceptation. Mettons que vous avez envoyé un texte il y a 8 mois, puis on vous accepte, on va vous publier plutôt que la personne qui a soumis il y a 2 mois et qu'on a aussi accepté. Parfois, il y a des textes qui sont publiés plus vite, comme j'ai dit, parce que il nous manque un texte de 10 pages pour le numéro. Le texte arrive, il est juste parfait et il fit un petit peu dans le concept général, parce que des fois, ça arrive que même on s'en rend compte en fait quand on est en train de faire le sommaire. On a accepté 6 textes, on se dit ok, ça va être cela, puis là je les place, puis je les relis, je fais en fait il y a une thématique commune. Je m'en étais pas aperçu quand on les OK! lisait de manière séparée. Mais c'est arrivé qu'on ait des textes uniquement d'un style, mais c'est vraiment un hasard en fait. À part nos numéros spéciaux, où on avait déjà fait un numéro spécial fantastique, un numéro spécial SF, on essaie plutôt de comment dire, d'y aller dans l'ordre d'acceptation et d'être le plus représentatif possible de ce qui se fait. OK. Ma ma mmh, il y a des revues qui ont des lignes éditoriales de: «Nous, on veut juste publier tel genre de SF ou tel genre de fantastique ou tel genre de fantasy». C'est bien, mais c'est pas notre rôle parce que il y a pas assez de revues d'imaginaire au Québec ou en francophonie en général, on peut pas faire ça. C'est sûr que moi, j'aimerais publier plus de Hmm. pop punk et de science-fiction queer parce que c'est mon biais. Mais je peux pas faire ça. On n'a que 4 numéros par année, on n'est que 2 revues d'imaginaire au Québec à faire uniquement ça. On peut pas, avoir une ligne éditoriale aussi pointue que ça. Donc on OK. représente le plus possible avec le plus de variété possible. Mmh, OK, d'accord, je comprends. Puis justement, tu m'avais montré tout à l'heure, la revue la deuxième revue là qui est québécoise, justement si tu voulais le montrer aussi, Oui, aux personnes de l'audience parce que pour vrai, la couverture elle est incroyable. j'en ai, Brin d'éternité, j'ai plusieurs couvertures qui sont vraiment belles. Cette revue a 20 Oh ans wow! cette année, donc ils vont faire une anthologie spéciale avec,
avec plein de nouveaux textes inédits. C'est une revue qui s'est professionnalisée petit à petit, tout comme Solaris d'ailleurs. Ils publiaient également, c'est le même modèle, hein, de la fiction, des articles et de la critique. C'est un peu plus court comme revue, mais ça dépend en fait des numéros. Et la revue a failli arrêter il y a 2 ans. Et la maison d'édition Flame Arrow, qui est une nouvelle maison d'édition d'imaginaire qui publie en anglais et en français, a décidé de la reprendre. Ce qui fait qu'on a quand même deux revues fortes d'imaginaire au Québec. Ce qui est quand même, C'est génial. ce qui est vraiment, vraiment plaisant. Puis ils font du très très beau travail. C'est vraiment magnifique. Mhm. Ah, j'ai vraiment, ça m'intéresse énormément, là. Je vais essayer de trouver justement un exemplaire dès que possible parce que j'ai déjà un exemplaire de Solaris qui était, je pense, de l'année dernière, numéro 229. Oh, excusez-moi pour mon écran, mais j'ai celui-ci ici. Comme ça fait en sorte que je vais pouvoir justement comparer les deux. Ben, pas nécessairement comparer, mais voir c'est quoi qui peut se faire au Québec. J'imagine que t'es pas. Est-ce que tu es un peu au courant de c'est quoi les revues qui seraient plus dans l'Europe, en France? Est-ce que tu serais au courant? Pour l'imaginaire, malheureusement en France, vous n'êtes pas tellement mieux grillé que nous. Il y a la revue Galaxy et sa petite sœur Géante Rouge, mais qui est moins revue pro et plus fanzine, entre le fanzine et la revue. On a Bifrost, qui appartient à la maison d'édition Le Bélial, mais c'est très très dur d'être publié dans Bifrost, parce que il publie essentiellement des pros ou des autoristes déjà Ah, connus de la maison d'édition. Euh, ok. Sinon, il y a probablement de la revue semi-professionnelle ou du fanzine, mais que je connais moins. Il y a vraiment beaucoup moins. Il y avait Fiction, qui a arrêté, qui a repris et qui a re-arrêté. Il y a la revue Présence d'Esprit, également, qui est un fanzine, qui fait du très beau travail, qui fait des numéros spéciaux et qui publie de la fiction à l'occasion. Moi, je dirais que les portes sont ouvertes pour créer des revues, en fait, Ok, d'imaginaire. ouais. Puis, il y a aussi des revues qui se créent en ligne. Parce que là, c'est intéressant, il n'y a pas les coûts reliés à l'impression. C'est des coûts vraiment énormes. Ok. Les coûts d'impression, les coûts d'envoi par la poste. Je sais qu'en France, jusque récemment, il y avait un tarif poste pour les livres et que ça a été retiré. Nous, on l'a jamais eu. Fait que c'est très Oh, cher. ok, bon. Je vois dans le chat Oh qu'il là y a là, des ok, gens je qui comprends. redemandent le nom de la revue. C'est Brin d'éternité. Vous allez pouvoir retrouver ça sur Internet facilement. Exact. Et ceux qui seraient peut-être intéressés justement suite à l'interview au monde des revues, j'ai trouvé un site qui s'appelle entrevue.org. Donc, c'est entrevue au pluriel.org et c'est un annuaire de toutes les revues qui existent, autant de création littéraire que dans toutes les sphères possibles. Donc, si jamais ça vous intéresse, ils ont aussi par thématique que vous pouvez sélectionner et vous pourrez voir qu'est-ce qui est offert pour vous si jamais vous voulez vous plonger là-dedans. Mais justement, là, parlant de ça, parce que tu parles justement de au niveau du format papier que ça devient plus cher, que tout le monde s'en va vers l'électronique, qu'il y a du amateur, professionnel. J'imagine que, ben, vu que le monde de la revue littéraire est tellement peu connu, j'imagine qu'il y a des enjeux quand même importants pour Solaris et aussi les autres revues. Tu parlais du fait que vous êtes juste deux revues au Québec qui sont au niveau au niveau de l'imaginaire. Donc, c'est clair qu'il y a quelque chose, il y a des enjeux à passer par-dessus là, pour rester encore présent dans le domaine de la littérature. Il Là. y a déjà eu d'autres revues d'imaginaire ou des fanzines ou des prosines en fait d'imaginaire au Québec qui ont malheureusement disparu pour toutes sortes de raisons. La raison principale pour lesquelles les revues disparaissent en général, c'est que les troupes s'épuisent parce que beaucoup de revues ont des bénévoles qui s'en occupent, parce que c'est très dur d'avoir des finances pour des revues, demander des subventions au niveau provincial ou fédéral au Québec. Je veux dire, les subventions qu'on reçoit au niveau du calque ou
ou du CAC au Québec. Je pense que le montant n'a pas changé depuis 15 ans. C'est très dur d'avoir des subventions. Donc les revues qui survivent, que ce soit en imaginaire ou des revues littéraires générales, ce sont des revues qui sont affiliées à des maisons d'édition. Comme Ah oui, Solaris ok. est affilié à Lire, Brin d'éternité est affilié à Flame Arrow, la revue XYZ au Québec est affiliée aux éditions XYZ, la revue Nuit Blanche est Oui, affiliée c'est au vrai. groupe Nota Bene, la revue Zinc est affiliée à la maison d'édition, Le Marchand de Feuilles, etc., etc. Fait qu'il faut avoir quasiment soit beaucoup d'argent à mettre dans une revue, soit avoir une maison d'édition qui a les reins solides pour pouvoir assumer les coûts administratifs, par exemple. Parce que, par exemple, Solaris existe depuis 52 ans. Les 25 premières années, c'était du bénévolat. Ce sont des équipes de Wow. bénévoles qui se sont relayées sans cesse pour pouvoir tenir la revue en vie. Et en 2000, alors que les équipes étaient épuisées, puis Solaris a failli fermer, Jean Petitgrou des éditions à lire a dit « je vais la reprendre ». Puis le rédacteur en chef de l'époque, Joël Champetier, qui a été rédacteur en chef pendant 25 ans, a dit « si tu la reprends, je reste ». Et donc là, Solaris a pu engager une coordonnatrice qui s'est occupée de faire toute la poutine administrative, les contrats, écrire aux auteurs, harceler les auteurs, rappeler aux auteurs, harceler les directeurs littéraires, vendre de la publicité, faire tout ce qu'il y avait à faire pour une revue que personne n'a le temps de faire parce qu'on a tous des métiers à côté. Et c'est comme ça en fait que ça survit. Brin d'éternité a failli fermer aussi. Puis en France, c'est la même chose. Les équipes s'épuisent totalement parce que personne ne peut se payer là-dedans. Donc ça, c'est un métier de passion, c'est une vocation. À Solaris, on a la chance en fait d'avoir une maison d'édition qui fait que pour chaque numéro, je suis payé un certain montant. Mais en même temps, c'est quand même pas avec ça je gagne ma vie. Je gagne ma vie avec la traduction. OK, c'est plus à côté, mais tu mets quand même beaucoup de temps à Oui, l'intérieur de parce que ça. c'est une passion, puis c'est une vocation de faire rouler une revue et d'être une plateforme en fait pour l'imaginaire. Puis c'est ça, puis j'imagine aussi que je veux dire, la revue, les enjeux aussi, c'est est-ce que tu sens que les gens sont beaucoup plus tentés vers des plus longs textes que des nouvelles? Est-ce qu'il y a un manque de personnes qui s'intéressent à l'écriture de nouvelles ou ça, tu sens que ça. Parmi la relève, en fait, le réflexe, c'est souvent d'écrire des longs romans, alors que c'est très Mhm. difficile de publier un long roman quand on débute, et même qui veulent publier des sagas. Comme je l'ai dit tantôt, ils ont déjà une trilogie dans la manche et on leur dit, c'est parce que publier une trilogie chez un éditeur alors que tu n'as jamais publié de ta vie, bonne chance. Le format court est très très populaire du côté anglophone. Les revues littéraires de création sont héritées directement du format américain en fait. Donc du OK. côté francophone, le réflexe c'est pas nécessairement d'écrire du court. Puis c'est dommage parce que c'est vraiment une école d'écriture absolument fabuleuse. Mhm. Comme on avait la revue Alibi dans le temps pour le policier, on a fait 60 numéros, on l'a fermé en 2016 parce qu'on recevait pas assez de textes. Les écrivains de policiers Ah, au Québec étaient pas intéressés à écrire de la nouvelle. On a dit bon, après 60 numéros, on ferme, puis c'est ça. Dommage. Mais c'est ça qui est ça. Par contre, pour Solaris, on reçoit quand même, mettons, on reçoit 200 textes par année, je dirais. OK, Et la OK. moitié vient d'Europe, parce que Ah oui. malheureusement en Europe, il n'y a pas tellement plus de revues. Et puis, on va peut-être en accepter une vingtaine. Certaines années, on en accepte moins que ça. C'est un gros entonnoir, mais malheureusement, on peut pas, non seulement on peut pas mettre tellement plus de pages, on a déjà fait des numéros de 200 pages, mais on a prévu les coûts parce que ça coûte beaucoup plus cher à faire et à envoyer. Mais c'est ça, on est Mhm. obligé d'entrer dans un certain format aussi. Fait que, mettons que si on publie une nouvelle qui fait 10 000 mots, on va peut-être en publier que 2 ou 3 autres très courtes à côté, parce qu'on pourra pas faire plus. Puis surtout, c'est qu'on paye tout le monde, fait que nos budgets sont pas illimités non plus. C'est ça. Donc, justement, pour le paiement, c'est juste pour le texte une fois reçu.
mais c'est pas au niveau du nombre de publications, de livres achetés ou quelque chose comme Non, ça. c'est ça, on paye un forfait où on paye au mot, en fait, et on a une exclusivité d'1 an, mais les textes restent, les droits des textes restent aux autoristes qui en sont propriétaires, et au bout d'1 an, les Uh-huh. autoristes peuvent aller republier ça n'importe où ailleurs, à condition d'indiquer la première publication dans Solaris. Fait que c'est ça. OK. Fait que nous, on paye 5 cents du mot. OK. Mais 5 cents, c'est combien en euros? Je ne sais pas c'est quoi Ah, la je ne sais pas. conversion. Ben, ça doit être un peu. Ben, ceux dans le chat, vous pourrez faire la conversion, le 5 sous. C'est 0,05. Donc, voilà. Et mettons, pour un texte de 5000 mots, ça va être 250, $250, je pense. OK. Donc, on pourrait dire en euros, ça doit être une centaine. De, Pas loin d'une centaine d'euros. plus qu'une centaine d'euros, je dirais de 200 euros pour une nouvelle de 5000 mots. OK. Ah, c'est quand même. C'est une belle porte ouverte, effectivement, pour un texte. C'est comme un court texte, effectivement. Ah, OK. Fait que c'est pas des montants énormes, mais c'est professionnel, on paye, vous avez un contrat et vous avez déjà un portfolio qui commence à se monter aussi. Effectivement. Donc, si jamais ça vous intéresse, les gens dans le chat à ce moment-là, ben, vous avez un peu plus d'informations là-dessus. Si on retourne avec justement le rôle de la coordonnatrice là, tout à l'heure là, de Francine Pelletier qu'on parlait, est-ce qu'elle aussi, justement, est chargée de mettre de promouvoir Solaris au niveau des appels à texte et tout ça? Est-ce que c'est plus un travail d'équipe que vous allez faire pour euh, communiquer dans les réseaux et tout ça? Ou... On fait pas d'appel à texte. La revue existe depuis assez longtemps pour qu'on reçoive assez de textes pour comment dire, remplir nos numéros. Fait on décide qu'on fait pas d'appel à texte parce que de toute façon, on fait rarement des numéros spéciaux. Comme il y a beaucoup de revues, par exemple, qui disent on fait un appel à texte pour la revue Le Sabord qui va avoir comme thématique les cellules. Alors là, il y a une date jusqu'à laquelle vous pouvez soumettre un texte, vous êtes choisi, puis vous êtes dans le numéro spécial les cellules. Nous, on fait pas d'appel à texte comme ça parce que c'est une anthologie permanente. Il arrive qu'on fasse des numéros spéciaux, mais généralement, on va contacter des auteurs spécifiquement pour faire ces numéros. Ah, OK, d'accord. OK. Mais on en fait, par exemple, pour les 50 ans, il y a 2 ans, on a fait 6 numéros au lieu de 4. On en a un Wow, On OK. en a un qui était uniquement les collaborateurs passés et présents de la revue, qui ont fait partie de l'équipe. J'ai publié un texte dedans. J'ai comme coordonnateur, directeur littéraire, on a eu toutes sortes de gens qui publiaient plus ou moins. On a eu le fondateur Norbert Spener. On a fait un numéro qui était des autoristes qui ont déjà publié dans Solaris. On a fait un numéro avec des autoristes qui n'avaient jamais publié dans Solaris et qu'on est allé chercher spécifiquement parce que on considérait que ces autoristes-là font un imaginaire hybride très intéressant et on est souvent allé le chercher dans la littérature générale. Et les numéros spéciaux, ça va dépendre. On a fait un numéro spécial, par exemple, pour Joël Champetier, en 2020, parce que c'est notre rédac-chef adoré, puis il est mort en 2015 d'une leucémie. C'était vraiment un drame pour toute la communauté. Donc on a fait un numéro spécial où on a demandé à 10 autoristes de choisir un de ces univers et d'écrire une nouvelle dans cet univers, de reprendre en hommage son écriture. Fait qu'on va faire ce genre de numéros spéciaux. Mais OK. si on fait un numéro spécial, ça veut dire qu'on n'a plus que 3 numéros pour les soumissions régulières. Fait que c'est autant de place en moins pour la relève et les gens qu'on ne peut pas savoir qu'on a envie de les avoir parce qu'ils ne nous ont jamais envoyé de texte. Ouais. Fait que c'est ça. OK, je comprends. Ouais. Mais en même temps, c'est une tu sais, justement, ce que tu viens de donner comme exemple, ben, c'est un très bel hommage, puis vraiment, c'est une belle façon de honorer sa mémoire et tout ça. Puis même que je sais que vous avez été de l'avant pour même créer le prix Joël Oui. Champetier. Puis c'est ça. Puis justement, ben, le prix, c'est le fait c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que le prix, il est ouvert vraiment pour
la francophonie qui est à l'extérieur du Canada, c'est C'est ça. ça? On a deux prix pour la revue Solaris qu'on a créé, deux concours de nouvelles en fait. On a le prix Solaris dont la date de tombée est toujours vers la fin mars et qui est ouvert aux autoristes du Canada. Donc autoristes francophones du Canada. Donc c'est le Québec et le Canada au complet. Donc c'est ouvert aux personnes citoyennes mais aussi aux résidents permanents du Canada. Et à la mort de Joël qui était à moitié d'origine française lui aussi, on s'est dit on va créer quelque chose en son nom, et donc c'est le prix Joël Champetier, dont la date de tombée est au mois d'août, fin août, et qui n'est ouvert que aux francophones hors Canada. Donc évidemment, beaucoup la France, Suisse, Belgique, mais aussi francophonie en fait partout dans le monde, sauf le Canada. Et donc c'est un prix, un concours de nouvelles, je pense que c'est 12 000 mots maximum pour soumettre. La personne lauréate est publiée dans nos pages et reçoit en plus un chèque de 750 €, ce qui est quand même pas mal. Le prix Solaris, c'est 1 000 $ et une publication. En fait, 750 € et 1 000 $, c'est à peu près le même montant. Donc, par exemple, dans notre dernier numéro, on a le prix Joël Champetier de cette année, qui est Existence à hygrométrie variable de Anne Goudour, qui est une autrice qui n'avait jamais publié de fiction. Et c'est un merveilleux texte de Clive Fay, très humaniste, à découvrir absolument. C'est vraiment un prix qui est dédié à nos amis de l'autre côté de l'océan. Ah oui, mais c'est pour ça que je me disais, ce serait vraiment intéressant de pouvoir le mentionner durant l'interview parce que, comme je disais, notre population sur Spluméa, c'est majoritairement des Français, quelques Belges et Suisses également, mais justement, ça ferait en sorte qu'ils pourraient s'intéresser à ça. Puis moi aussi, là, justement, j'ai reçu l'édition avec l'ancien gagnant là, de... Oups, excusez, à cause de mon green screen, mais avec le prix Joël Jean Petit, juste ici. Qui est de Florian Herbert-Pontet, Danser, chanter, lire les oiseaux, qui est quand même un texte assez intéressant au niveau de la forme parce que c'est écrit à la première personne, mais au futur et que c'est on comprend pas vraiment on essaye de suivre justement qu'est-ce qu'il y a comme histoire, mais c'est juste vers la fin qu'on commence à prendre les morceaux du puzzle et à saisir c'est quoi l'histoire, l'intrigue de base, mais on suit quand même la protagoniste avec deux personnages principaux avec elle, puis qui vont rencontrer d'autres personnages également. Donc vraiment, c'est quelque chose, on a moi je dirais, j'ai de la difficulté justement à mettre le doigt sur c'était quoi le genre précis de ce texte, mais je voyais vraiment l'imaginaire qui se trouvait à l'intérieur, puis c'était vraiment un texte super intéressant à, euh, à lire là-dessus. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que vraiment, vous avez vraiment une panoplie de, 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 de textes, de narration, etc., que vous pouvez accepter là, à l'intérieur de Solaris. Tout à fait. Et puis, le prix Joël Champetier, on a des autoristes professionnels de France qui participent. Et c'est pas forcément ces autoristes professionnels qui gagnent. Je tiens à le dire parce que beaucoup d'autoristes de la relève pourraient se dire, de toute façon, machin va participer et puis probablement, il y aura truc qui aura publié 20 romans. Oui, c'est vrai, on en reçoit. Puis c'est pas forcément les meilleurs textes. Ah, OK. Bon. Fait que ne vous découragez pas, les gens. Ayez confiance en vous. Puis de toute façon, ce qui arrive, c'est que si jamais, comme tout à l'heure, là, il l'a dit, si jamais votre texte a du plein potentiel, ben, ils pourront sûrement aussi vous revenir avec ce qui pourrait être amélioré. Justement, quand on s'en était parlé tout à l'heure, tu m'avais parlé d'un livre avant l'interview, là, juste pour préciser, tu m'avais parlé d'un livre qui pourrait être une belle entrée justement pour réfléchir à comment écrire et à trouver sa façon d'écrire. Oui. Donc, je voulais savoir si tu voulais peut-être en glisser un mot rapidement. C'est un livre qui est publié au Québec, aux éditions à lire, mais qui est achetable évidemment en France parce qu'on livre en France. Et je pense si on commande 3 livres aux éditions à lire, les frais de port sont gratuits. Anyway. Mais on le trouve aussi en numérique. C'est Comment écrire des histoires d'Elisabeth von Arbour. C'est la bible de l'écriture pour moi et beaucoup d'auteuristes d'imaginaire au Québec et même ailleurs.
Et là, ça vous dit pas comment trouver votre inspiration, ni faire du world building et compagnie. C'est vraiment la technique d'écriture. Qu'est-ce que c'est qu'un point de vue? Qu'est-ce que c'est qu'un choix de narration? Pourquoi vous écrivez au jeu tu, il, nous, vous? Pourquoi est-ce qu'on le met au présent, passé? C'est une boîte à outils d'écriture qui vous donne les bonnes façons, par exemple, si vous voulez faire un narrateur omniscient, ou un narrateur aligné, ou un narrateur ignorant, ou choisir un point de vue particulier, et comment l'écrire. Donc c'est vraiment la technique d'écriture. Il y a des exercices. On a vraiment plusieurs parties. Une sur les structures narratives, c'est quoi une histoire, c'est quoi le point de vue, quel temps choisir. Une partie sur les problèmes narratifs, l'organisation de l'histoire, l'information qui est nécessaire de donner au lecteur, le développement, les personnages. Et bon, il y a plein de petits dessins rigolos à l'intérieur, parce qu'Elisabeth aime beaucoup les petits dessins rigolos. C'est une Bible, je le relis très très souvent, et c'est parce que, comme pour tout, souvent on dit oui, mais moi j'écris à l'inspiration, j'ai pas besoin d'avoir les techniques. Ok, fine. Mettons que vous êtes à la recherche d'un artisan ébéniste pour votre maison, et que cet artisan ébéniste vous dit « Moi je suis très très bon, j'y vais à l'instinct, mais je ne sais pas me servir de mes outils. » Je ne sais pas si vous allez l'engager. Un écrivain, c'est pareil, il a besoin d'outils. Peut-être qu'il ne va pas vouloir s'en servir, parce qu'il va vouloir briser les règles, mais c'est parce que ces règles, il les connaît. Et c'est tout l'intérêt de ce livre-là. C'est d'apprendre aussi à se remettre en question. Mettons que quand vous écrivez toujours au jeu, au présent. Ok. Ouais. Pourquoi? C'est moi ça. Pourquoi est-ce que vous écrivez toujours au jeu, au présent? Peut-être que vous pourriez l'essayer au il, elle, yel, au passé, puis peut-être que vous pourriez changer en fait de personnage point de vue aussi. Tout ça, en fait, c'est des questions qu'on se pose pour conscientiser notre façon d'écriture. Et peut-être qu'on va finalement revenir au jeu au présent, parce que c'est ça qui fonctionne pour cette histoire-là. Mais il s'agit en fait de se déstabiliser, de sortir de sa zone, pas de confort, parce que l'écriture n'est pas toujours hyper confortable, mais sortir de sa zone d'habitude et de ses réflexes de genoux où automatiquement on va toujours écrire de la même façon, on se dit bah, c'est encore le même texte que j'ai fait. Fait que c'est ça, c'est vraiment comment écrire des histoires, c'est vraiment une bible d'écriture. Par contre, si vous voulez avoir des conseils sur comment écrire de la fiction et comment prendre le temps d'écrire de la fiction, j'ai un autre livre qui lui a été publié en France, qui est de Lionel Davout aux éditions Argyll. Puis lui, c'est complètement différent. Il s'agit vraiment de comment est-ce qu'on fait au quotidien pour écrire de la fiction. Et il y a des questions de world building, il y a des questions de structure aussi, mais c'est des livres très très complémentaires en fait. Il y en a un qui est vraiment sur les outils d'écriture qui sont la base de l'écrivain, parce que la base de l'écrivain, c'est les mots, et c'est la façon d'écrire et le style. Et on a l'autre qui est comme, vous voulez vraiment écrire, je vais vous aider à le faire au quotidien. Je dirais que ces deux livres-là, c'est vraiment des must. Après ça, il y a des livres, comment dire, plus spécifiques, comme j'aime bien aussi celui d'Orson Scott Card. Comment écrire de la fantasy, de la science-fiction. Et là, il est vraiment question des univers, du world building, puis de certains choix propres à l'imaginaire qui sont aussi hyper tripants. C'est les 3 livres que je recommanderais pour tout écrivain. OK, génial. Ben merci beaucoup. Parce que justement, on s'en était parlé, puis je trouvais que ça pourrait être justement d'en discuter parce que on a sur Pluméa, comme je l'avais dit tout à l'heure, là, on a sur Pluméa un forum d'écriture qui est extrêmement populaire et souvent consulté avec beaucoup de questionnements, justement, comment écrire à la première personne et tout ça. Et le fait qu'on peut avoir le point de vue d'une autrice qui est dans le domaine depuis très longtemps, puis de pouvoir le comparer avec ce que nous, on pense, etc., c'est vraiment, je trouve que c'est un beau complément, justement, avec les discussions qu'on peut avoir sur Pluméa. Donc, c'était pour ça que je voulais que tu en parles pour que nos Pluméens qui sont présentement dans le chat puissent l'entendre également. Donc, merci beaucoup. J'ajouterais juste brièvement, moi-même, en tant qu'écrivain, je fais des ateliers d'écriture très régulièrement, avec Elisabeth, justement. Et régulièrement, elle nous rentre dedans. Parce que des fois, on est un petit peu paresseux, parce que ça fait longtemps qu'on écrit, puis qu'on a un texte, puis qu'elle nous dit « Alors là, tu t'es vraiment pas forcé, fait que tu vas me barrer ce paragraphe-là, tu vas garder le point-virgule, puis tu vas recommencer en le faisant au
narrateur omniscient au il machin truc chouette, et puis tu vas me le faire au passé, puis après tu vas me le faire au présent, puis après tu vas me le faire avec tel autre personnage, et puis là tu les détestes pendant au moins 1 heure à voix basse parce que tu sais que tu vas le faire de toute façon. Mais puis de temps en temps, en fait, c'est que même quand ça fait longtemps qu'on écrit puis qu'on a déjà publié plusieurs fois, on bloque, on n'évolue plus. Et là, Elisabeth lit ton texte, puis là, elle te regarde en zoom, puis elle est comme ça, puis elle fait de quoi t'as peur pour pas écrire telle affaire? Et là, t'es comme fuck. Donc, c'est un peu comme tout à l'heure, quand justement il parlait de la psychologie, c'est Ouais. vraiment de repenser à tout ça, vraiment. Tout ce que je fais avec, en direction littéraire, je me le fais faire aussi par quelqu'un d'autre. Puis tous les écrivains, même les plus professionnels et les plus renommés, ont tous des bêta lecteurs et des gens qui leur rentrent dedans pour leur dire force-toi le cul, un petit peu. Ok. Ça sert à ça? Ça sert à ça, de nous sortir un peu de nos ornières pour se renouveler, parce que sinon on écrit toujours les mêmes affaires et toujours de la même façon. On les enrobe juste d'une façon que les lectorats se rendent pas compte qu'on a encore écrit la même affaire. C'est juste ça. Ah, mais écoute, c'est vraiment c'est super intéressant ce que tu nous racontes depuis le début, là. Vraiment, merci beaucoup. Moi, ça a fait le tour de mes questions. Donc, je pense qu'on a quand même bien pris la globalité de qu'est-ce que c'est en tant que tel Solaris et tout ce que tu nous as mentionné à propos de ton rôle, etc. Donc, si tu me le permets, on va passer à la section de questions-réponses. J'en ai quand même plusieurs. Je vais juste voir si on en a certaines qui ont déjà été répondues. OK. C'est ça. Donc là, il y a une question de Makouramis, qui demande si Solaris peut publier des nouvelles complètes ou on peut publier des romans en plusieurs fois. On publie uniquement des nouvelles complètes parce que nos numéros paraissent aux 3 mois. C'est vraiment très long pour pouvoir publier une histoire complète, puis ça prendrait tellement de numéros pour publier un roman. Donc non, c'est vraiment de la fiction complète. C'est déjà arrivé qu'on publie 3 nouvelles dans un même univers. Mais c'était pas parce qu'on prévoyait de faire une suite, c'est parce que l'auteur est arrivé en disant j'ai une suite. Puis là on le prend, et ça faisait quand même 1 an qu'on avait publié le premier. Fait que on peut publier des histoires dans un même univers, mais il faut que l'histoire se tienne toute seule. Il faut qu'on puisse comprendre l'histoire toute seule. Il faut pas qu'on ait OK. besoin d'avoir lu d'autres textes ou d'avoir lu un roman pour comprendre de quoi parle le texte. Il faut que ça se tienne. Bien, merci beaucoup. Justement, quand tu parlais de ton poste de directeur littéraire et tout ça, encore Makouramis qui avait dit la description ressemble à l'image que je me faisais d'un agent littéraire. Donc, où est-ce qu'on peut trouver des gens comme des directeurs littéraires là, pour progresser? Là? Est-ce que c'est vraiment juste dans les est-ce que c'est plus dans les maisons d'édition ou est-ce que tu sens que on peut trouver ça ailleurs? Là? Ça se trouve ailleurs aussi. C'est sûr que trouver un directeur littéraire en maison d'édition ou en revue, généralement, c'est que ton texte a été accepté ou remarqué. Donc ça réduit un petit peu les possibilités pour beaucoup de personnes. Il y a des personnes qui sont des directeurs littéraires spécialisés, indépendants, et avec qui tu peux travailler. Évidemment, là, il faut les payer. Puis, il y a des personnes plus ou moins compétentes. Généralement, celles qui ont bonne réputation, c'est parce qu'elles font du bon travail. On les trouve sur internet, on les trouve dans les forums d'écrivains, on les trouve dans les bibliothèques parfois. En fait, les bibliothèques municipales ont un très gros réseau d'ateliers d'écriture. Ça, c'est aussi le truc que je veux Oui. signaler. Les ateliers d'écriture, c'est vraiment intéressant. Il faut évidemment trouver l'atelier d'écriture qui vous convient avec pour le style dans lequel vous écrivez. Si vous faites un atelier d'écriture, de littérature générale ou de poésie, alors que vous écrivez juste de la science-fiction, ça marchera pas. Mais trouver des ateliers d'écriture, trouver des communautés comme Pluméa, de personnes qui écrivent, qui se lisent, qui se bêtalisent, qui se commentent avec sérieux. Et moi, j'ai appris mon travail de direction littéraire en étant ateliériste, en faisant des ateliers. Parce que non seulement en atelier, on écrit, on se fait commenter, mais on apprend à commenter les autres et à regarder ce qui fonctionne pas dans les textes. Fait que c'est comme une espèce de boucle qui se nourrit.
on apprend aussi à le faire comme ça. Pas seulement parce que y a pas de Mhm. formation de directeur littéraire. On a des formations en édition, mais les formations en édition sont des formations plutôt techniques. C'est pas forcément des OK. formations littéraires. Et même si on fait, des formations à l'université en création littéraire, on va pas forcément non plus apprendre les techniques d'écriture. C'est très très différent ce qu'on fait à l'université de comment on apprend à écrire dans la réalité. Par exemple, les maisons d'édition à lire, où j'ai déjà été adjoint à l'édition, personne n'a fait d'études littéraires. Je n'ai pas fait d'études littéraires. J'ai refusé d'en faire. En sortant OK. de... Parce que j'ai passé mon bac en France. En sortant de mon bac, j'ai été admis à l'EDSUP. Et j'ai dit merde. Bon. Je voulais pas me faire bourrer le crâne et me faire expliquer comment je devais lire certaines œuvres. Fait que j'ai fait mon dossier juste pour pouvoir me prouver que j'allais pouvoir entrer là. Et j'ai pas du tout fait l'EDSUP, j'ai fait langues étrangères appliquées, qui est une en France, vous connaissez ça de toute façon, qui est une façon plutôt technique économique en plusieurs langues, mais c'était pas de la traduction et c'était surtout pas de la traduction littéraire non plus. Donc j'ai jamais étudié en littérature. J'ai appris l'écriture en écrivant, puis j'ai appris mon métier de directeur littéraire en écrivant, en faisant des ateliers, puis en devenant bêta-lecteur en fait aussi pour des amis OK. écrivains qui ont besoin d'avoir. Puis on se bêta-lit, j'ai mes bêta-lecteurs préférés que je sais qu'ils vont me secouer comme il faut. Fait que comment trouver, parfois il y a aussi un coup de chance, mais déjà faire partie d'une bonne communauté de personnes qui écrivent, comme par exemple Luméa, je le répète, c'est vraiment bien parce que vous allez développer des affinités avec certaines personnes, puis comprendre un petit peu ce que vous faites entre vous, et ça va devenir vos bêta-lecteurs préférés, bêta-lectrices, et à terme, c'est des gens qui vont vous accompagner aussi. Mhm, exact. Puis c'est qui commence avec de A jusqu'à Z, fait que ça fait en sorte que ça donne encore Oui, plus, ils ont une plus grande voix, admettons là, c'est là-dessus. ça. OK. Ah! D'accord. Ben, merci beaucoup. Une autre question, qu'elle avait posée, c'est, justement parce que tu parlais qu'il y avait beaucoup de semi-professionnels, de fanzines au niveau de la revue du monde de la revue littéraire. Est-ce que tu sais à peu près c'est quoi la proportion de revues professionnelles sur le marché comparativement aux maisons d'édition ou, tu sais, tu pas nécessairement d'approximatif Pas vraiment là-dessus? d'approximatif, mais je dirais que s'il y a une revue pour 30 maisons d'édition, c'est beau, là, et c'est gros. Fait qu'il y en a pas OK. tant. Il n'y a pas tant de revues Mmh. surtout de revues qui durent. Euh, alors qu'il y a beaucoup de maisons d'édition. Et il y a même des maisons d'édition en fait qui durent pas malheureusement parce qu'elles n'ont pas les reins assez solides. Mmh. Elles sont parfois obligées d'être comment dire rachetées, puis ensuite sont englobées ou disparaissent carrément. Fait que en France, je pense même que c'est moins que ça. C'est moins que 1 pour 30 là parce que c'est quand même pas si facile d'en trouver. Donc je me dis, créez-en une. Je veux dire, Solaris a commencé comme un fanzine de cégep. OK, OK, C'est bon. le cégep, c'est les 2 années entre la fin de l'école, entre la fin du lycée et l'université pour la France. Fait que c'était un professeur du cégep, Norbert Spener, qui cégep Charles Monpetit, je pense que c'est ça. Édouard Montpetit, le cégep Édouard Montpetit, du côté de Montréal. Il a créé le fanzine avec ses élèves. Au début, ça s'appelait Requiem. Et puis, ça a duré quelques années, et puis ça a continué, puis c'est sorti du cégep, et puis une équipe de bénévoles l'a pris, et c'est devenu, après être un fanzine, un prozine, une revue semi-professionnelle, puis une revue professionnelle. Brin d'éternité, c'est la même chose, c'était un fanzine au départ, qui était publié, qui Mmh. était, à l'époque, pour Solaris, tapé à la machine. C'est avec des photocopies, là. Je veux dire, on n'est pas à la même époque. Fait que j'ai probablement le premier numéro de Solaris sous la main ici. Si vous voulez le voir, je peux vous le sortir. Ce sera pas long. Oh! Oh wow! Ça, c'est la photocopie Incroyable. du premier Requiem. C'est le premier numéro de Solaris. Tout tapé à la machine avec des Oh wow! illustrations intérieures faites par les étudiants. Incroyable.
Donc ça, Oh c'est wow! vraiment c'est du fanzine de c'était quoi? C'était, il y a 24 pages au premier numéro de Solaris qui était Requiem et on s'entend qu'aujourd'hui, ben, Solaris, c'est une revue professionnelle de 162 pages. Fait que Oui. c'est Oh pas devenu wow! une revue professionnelle du jour au lendemain, c'est un travail de passionné Mmh. qui a permis de faire ça. Fait que si, mettons, les personnes qui sont là se disent: «Ah bah, moi j'aimerais ça créer une revue», bah, allez-y, faites votre fanzine. Vous êtes pas obligé de le faire, sur papier maintenant, vous pouvez faire votre fanzine sur internet. Vous pouvez faire ce que vous voulez, je veux dire, l l'écriture, c'est un espace de liberté comme il en existe très, très peu. Fait que vous pouvez faire ce que vous voulez. Mmh. Mais justement pour, juste donner une information sur le fanzine en tant un fanzine, c'est, je pense que tu serais plus en mesure d'expliquer comme il faut c'est quoi un fanzine parce que j'ai comme le concept de base, mais je suis pas en mesure de comme mettre les bons mots là-dessus. Un fanzine, c'est simplement, une espèce de magazine, amateur qui peut faire entre 10 et 20, 30, 40 pages, que généralement on fait des photocopies ou on les imprime, sur, l'imprimante, puis on va les placer dans des librairies où on les vend, en sous-main. Genre on a 15 personnes qui les achètent, puis c'est de la revue non professionnelle, c'est le 1er truc qu'on peut faire. Et moi j'ai fait du fanzine quand j'étais au lycée. On avait notre journal du lycée, puis c'était un fanzine qui faisait 20 pages. OK! Fait que le fanzine, ça peut être n'importe quoi. Fait que c'est vraiment tu peux faire n'importe quoi, tu peux créer, ce sera pas professionnel, ça sera pas vendu en librairie, ce sera distribué nulle part, mais maintenant avec l'internet, vous pouvez même le vendre et l'envoyer aux gens qui veulent l'acheter. Fait que c'est ça un fanzine, c'est simplement un magazine de création qui est fait par des personnes amateurs qui sont affiliées à aucune maison d'édition, à aucune revue ni rien. C'est juste de la création pure des amateurs. Et ça veut pas dire que amateur rime avec mauvaise qualité. Exact. Puis justement, au Canada, ben, à Montréal, il y a le Grand Salon du fanzine que c'est absolument incroyable. C'est immense, c'est dans un sous-sol d'église, mais c'est bondé. On dit il y a toujours au moins genre il y a au moins une centaine de kiosques, puis le triple de personnes qui circulent entre les kiosques et vraiment, c'est un univers très c'est pas c'est un peu underground parce que pour vrai, c'est pas tout le monde qui est au courant que ça existe, mais c'est ancré vraiment et ça continue de fleurir. On Donc ça vaut a la même la même peine journée au effectivement. salon du fanzine, dans la ville de Québec. Puis c'est là qu'on va par exemple trouver tous les fanzines anarchistes, les vrais de vrais sans fanzines anarchistes, qui voudront jamais devenir qui voudront jamais devenir des revues professionnelles parce que le principe de l'anarchisme, c'est de rester underground. Exact. Donc voilà. D'accord. Bon, ben écoute, ben, je pense que ça donne quand même une très bonne réponse à la question. Je vais essayer d'accélérer un peu rapidement parce que je vois que le temps file quand même. En fait, c'est ça. Donc, tu parlais justement là, du fait que les revues littéraires et tout ça, souvent, ça dure pas longtemps. Mais si on rebondit là-dessus, donc les revues affiliées à une maison d'édition, est-ce que c'est une forme de développement marketing de leur maison mère ou elles ont une vraie indépendance de rédaction? C'est vraiment une indépendance de rédaction. C'est pas les mêmes personnes qui dirigent la maison d'édition et la revue. C'est sûr que par exemple pour Solaris, Jean Petitgrou est l'éditeur, mais c'est même plus lui qui choisit quel texte on publie. Moi, je suis co-rédacteur en chef. Mmh. Avec le comité de rédaction, on choisit ce qu'on va publier. Et parfois, Jean est comme, bon, bah, cette nouvelle, moi, je la trouve poche, mais vous faites ce que vous voulez, c'est vous qui décidez. Même je suis rentré, en fait, à Solaris comme critique. J'ai fait une première critique OK. désastreuse, j'ai fait une bonne critique d'un roman désastreux. Et puis je l'avais tellement, je l'avais défoncé. Il y avait rien d'autre à dire que ça. Et je me disais: «Jamais ils voudront, me publier et puis c'est fini, ma carrière de critique dans Solaris c'est morte dans l'œuf». Puis Jean avait tellement ri, il avait lu le roman il aussi, il m'avait dit: «C'est bon, on la passe». Et j'ai déjà critiqué négativement des romans dans Solaris, des éditions à lire, alors que c'est lui l'éditeur. Puis je lui avais dit: «Bah, j'ai pas aimé Mmh. ça», puis, il m'avait dit: «Non mais c'est bon, c'est ton avis, du moment que c'est argumenté, que c'est pas juste c'était de la merde, on va publier ta critique. Je ne décide pas de ce que les critiques vont mettre dans». Donc il y OK. a vraiment, une indépendance. Si le critique dit: «Tel livre des éditions à lire alors que Solaris appartient à lire, c'était de la merde» et qu'il l'argumente bien, la critique va passer. Point. Puis OK. sinon il y a trop de conflits d'intérêts.
C'est juste, on peut pas faire ça. Ah! Par exemple, moi, comme co-rédacteur en chef, je fais plus de critiques de romans québécois parce que je trouve qu'il y a trop de conflits d'intérêts là-dedans. Je vais parfois encore faire de la critique de romans publiés à l'étranger parce que j'ai pas de lien et que, mais quand même, le milieu de l'imaginaire est pas si grand. Fait qu'il faut quand même faire attention à ce qu'on fait, mais il y a une indépendance, puis on publie des textes. Il y a par exemple des textes sur lesquels j'ai mis mon veto. Et j'ai dit, on ne publiera pas ça, je refuse, c'est transphobe. J'ai OK, dit, entre autres. entre autres, il y en a OK. un, j'ai dit, c'est parce que d'autres avaient pas vu ça dans le texte, parce qu'ils sont moins, comment dire, moins sensibles à ce genre de choses. Moi, j'ai lu le texte, j'ai fait, je vais aller vomir un coup, je reviens, et j'ai dit, je fais pas Mmh. souvent ça, mais je mets mon veto là-dessus. On publiera pas ça, c'est de la cochonnerie, je refuse. Puis l'éditeur avait fait, ok. Moi, je m'en fous, de toute OK. façon, j'avais pas aimé le texte. Fait que, Ah bon. mais ça, c'est des cas particuliers. Des fois, il y a des textes que j'aime pas, mais je reconnais que c'est de la Mmh. qualité. On les prend pareil, c'est juste pas moi qui m'en occupe, mais je suis capable de me dire, ça me touche pas. Fait qu'il y a quand même une indépendance. Je veux dire, on a chacun nos bibites, puis on a chacun nos particularités, puis il y a des affaires, mettons que je tombe sur un texte qui est profondément raciste, c'est clair qu'il passera pas. Je veux dire, il y a quand même des affaires de base Mmh. qu'on fera pas là, puis que oui, la liberté créatrice, très bien, mais ailleurs, OK. pas à OK, c'est ça. Solaris. Il y a une certaine limite Il y a aussi une dans limite. ça. Je me suis OK. peut-être éloigné de la question en répondant ça, Non, mais mais en même temps, ça englobe bien aussi, quand même la réalité des textes qu'on peut recevoir et qu'est-ce tu sais, justement, jusqu'où la ligne éditoriale et cetera, qu'est-ce qu'on est prêt à accepter et cetera. Donc là-dessus, je pense que ça peut répondre aussi à des questionnements que les gens pouvaient avoir sans nécessairement la demander. Justement ben, il y a une question de Prima qui demandait justement parce qu'on parlait là qu'au Québec, là, c'est compliqué de recevoir un bon montant là, pour faire exister une revue. Pourquoi, en fait, sont-elles dures à obtenir? Est-ce que c'est par manque d'intérêt ou par mépris ou c'est juste. Moi, j'ai l'impression que c'est juste parce que ça touche la culture et tout ce qui touche la culture, on reçoit des miettes. c'est parce que c'est de la culture et que généralement, c'est toujours très, très mal financé, que ce soit au Québec ou en France. C'est juste ça. Les Mhm. budgets sont jamais énormes et ils sont jamais augmentés. En général, ils sont plutôt baissés. C'est très, très difficile de conserver certaines subventions, donc c'est la même chose qu'en France. On est vus comme des pelleteurs de nuages, puis c'est pas important ce qu'on fait. Ouais, effectivement, je me doute bien. Puis justement, est-ce que si elle posait la question, mais ça, je peux aussi le montrer, ben, à l'intérieur, là, justement, est-ce que, comme dans les magazines, les revues, il n'y a pas des espaces de publicité à l'intérieur pour au moins donner un peu de financement ou vous allez y aller, vu que vous êtes affilié, vu que Solaris est affilié à une maison d'édition, est-ce que c'est nécessaire d'avoir un espace publicité ou vous essayez de pas en avoir le plus On en a possible? quand même. On fait beaucoup d'échanges de publicité avec d'autres revues ou, mettons, des salons du livre ou des événements. Quand on publie quand même certaines publicités payantes. Ça arrive d'annonceurs qui veulent dire hey, j'ai publié tel roman de science-fiction. On leur fait payer la publicité évidemment. Quand Alire veut publier de la publicité dans Solaris, on leur fait payer aussi. Fait que il y a quand même, mais c'est pas grâce à ça qu'on peut vraiment gagner beaucoup d'argent parce que c'est quand même que 4 fois par année. Et puis pour Hmm. certains annonceurs, c'est pas assez intéressant. OK. C'est de savoir. Mais c'est ça, mais c'est beaucoup plus centré sur la, le domaine littéraire. Là. Il n'y aura pas, par exemple, une pub de. Ben là, excusez pour les Français, vous n'allez pas comprendre, mais une pub de Canadian Tire, La là, pub mettons. pour Là. Il n'y aura pas Canadian une Tire, caillerie ou quoi que non. ce soit. Là. Non, mais OK. par exemple, on fait des échanges de services ou des échanges de visibilité, comme on a un échange avec ActuSF. On a une publicité dans chaque numéro pour eux, et en échange, 4 fois par année, je fais une petite entrevue avec Jérôme Vincent, puis je parle de ce qui se passe au Québec au niveau de l'imaginaire, puis je présente le numéro. Fait que c'est un bon échange, Donnant, donnant. c'est donnant-donnant, c'est un bon échange de services. OK. Ah, mais c'est cool à ce moment-là. Ça fait vraiment plus de visibilité, effectivement. Ben, même si c'est juste 4 fois par année, mais ça fait quand même une belle vitrine, justement, pour ça. Ah, c'est vraiment chouette. Ah, OK, c'est cool. Et on a une petite dernière question qui est de Corby.
qui dit c'est quoi, en fait, ben là, j'imagine que ça a répondu un peu tout à l'heure, mais c'était quoi la motivation des numéros spéciaux? Donc là, on a eu l'exemple avec Joël Champetier, mais la motivation, c'est plus, c'est comme tu disais, c'était un peu du hasard, ou est-ce que vraiment, des fois, quand tu as un numéro spécial, c'est qu'il y avait vraiment... Pour certains numéros, par exemple, on a fait un numéro il n'y a pas si longtemps, hommage à la guerre des mondes, parce que c'était l'anniversaire de la première publication en feuilleton dans le journal, et pas du roman publié. Et on a fait un numéro spécial où on a demandé à 10-12 autoristes, pareil, de faire un texte qui est soit une suite, soit une autre façon de raconter, ou simplement sur le thème de la guerre des mondes. Et on a donc fait un numéro spécial là-dessus. Moi, c'est sûr, par exemple, je vais vouloir faire un numéro plus queer à un moment donné. Puis on aimerait aussi faire un numéro OK. uniquement avec des autoristes autochtones, donc qui font partie des Oh Premières ouais! Nations. Mais pour l'instant, en français, c'est pas facile parce qu'il n'y a pas tant d'autoristes autochtones qui écrivent de l'imaginaire. C'est beaucoup plus Mhm. présent du côté anglophone, fait qu'on attend qu'il y ait assez d'autoristes qui pourraient être intéressés à faire un numéro spécial avec nous. Ça viendra. Mais il y a quand même de plus en plus de voix autochtones qui commencent à faire de l'imaginaire, puis c'est trippant. C'est vraiment chouette. Il faudrait justement que je me renseigne là-dessus, de voir le, le- le répertoire des auteurs autochtones, parce que pour vrai, c'est clair qu'ils ont quelque chose de vraiment plus intéressant là-dessus. Oh! OK, ben, c'est vraiment intéressant. Merci, merci mille fois. Est-ce que il y avait d'autres personnes qui... Il y a Makuramis qui a posé la question, si jamais Pluméa veut faire de la pub sur Solaris, est-ce que ça peut se faire, ou est-ce En fait, que... il pourrait y avoir un échange. On a une OK. publicité dans Solaris, et puis Solaris est considéré, je sais pas, comme il y a toujours une espèce de publicité pour nous sur Pluméa, quelque chose comme ça. Il faut qu'il y ait une visibilité quelque part. Bien sûr, c'est sûr. Comme tu l'as dit tout à l'heure, du C'est du donnant-donnant. Donc, à donnant-donnant. ce moment-là, ça pourrait être... Donc, moi, vu que je suis la chargée des relations externes, ben justement, ça pourrait être une idée de réflexion sur quelle façon de partenariat qu'on pourrait avoir avec, justement, Exactement. la revue Solaris à ce Ça moment-là. pourrait très bien OK. être, par exemple, un échange publicité contre entrevue, Ah oui, aussi. ce genre Ça de pourrait être ça, choses. effectivement. Mhm. OK. Génial. Fait qu'il y a il y a des ouvertures, il y a des possibilités. C'est juste de savoir comment que ça soit autant bénéfique pour un que pour Tout à l'autre. fait. OK. Génial. Bon, ben, je veux juste aller voir. Oh là, on a quand même dépassé le temps, mais c'était tellement intéressant. Tout ce que tu as mentionné, tout ce que toutes les réponses étaient géniales. Vraiment, c'était un plaisir complet de t'avoir parmi nous, là, justement, comme pour aujourd'hui. Je sais qu'il est rendu quand même assez tard, là, il est rendu 22h30 là, en France, donc merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Pour les personnes qui ne sont pas là, mais qui nous écoutent par l'audio là, sur YouTube, je vous remercie aussi d'avoir pris la peine d'écouter jusqu'au bout. J'espère que vous avez vraiment noté des choses intéressantes, puis de pouvoir avoir un intérêt nouveau sur la revue littéraire, parce qu'effectivement, il ne faut pas les laisser de côté. Oui, je comprends que les maisons d'édition, c'est quelque chose qui est très ancré dans le domaine littéraire, mais il ne faut pas mettre de côté non plus les autres formes, dont justement la revue. Puis justement, Solaris, vu que c'est en plus sur l'imaginaire, ben c'est une excellente porte ouverte pour vous, pour les gens. Donc, allez-y, vraiment. Solaris et Brin d'éternité, je le répète, qui fait un Oui, très très bon travail aussi et qui publie tout autant d'autoristes de la relève, en plus de professionnels. Merci pour l'entrevue, parce que ça m'a aussi sorti de mes traductions que je suis en train de traduire en ce moment. Est-ce que j'en parle? je ne sais pas. Est-ce que tu veux en parler? Parce que la personne que je t'ai parlé tout à l'heure est pas là, est pas dans, dans l'audience. Donc, je ne sais pas si les... Ah ben écoute, les gens sont peut-être intéressés à savoir peut-être c'est quoi ton projet que tu es en train de faire. En ce moment, je fais donc une traduction. C'est le 20e roman que je traduis. Je traduis généralement du policier, de la science-fiction, puis ce genre de choses. Et là, je suis en train de traduire une romance gay dans le milieu du hockey, qui a une saison 1 en série télé qui est en train de passer sur HBO Max.
et qui passe sur Crave au Canada et c'est, je pense, une de mes traductions les plus attendues, fait que je fais un petit peu d'anxiété pendant que je traduis ça. Qu'est-ce qu'ils ont avec le hockey en ce moment? Je le sais pas. Bref, je suis en train de traduire le roman Heated Rivalry, qui passe en ce moment à la télévision et dont tout le monde parle dans le monde entier, fait que c'est quand même assez trippant. C'est un très, très gros projet, effectivement, de pouvoir le transposer en français puis de pouvoir garder quand même une certaine authenticité de ce qu'on peut recevoir. Comme tu m'avais dit tout à l'heure, les personnages sont, il y en a un qui est canadien, qui l'autre est russe, donc c'est de garder ça en plus de traduire comme il faut. Donc, Mais ouais, de le c'est traduire pour une maison d'édition française, fait que aussi. mais il est quand même pas question de faire utiliser certains termes qui sont plus franco-français à certains personnages, alors que les autres peuvent le dire, mais on peut pas non plus traduire certains trucs de manière québécoise parce que ça fonctionnerait pas parce qu'ils sont pas québécois. Mais ça fait du bien aussi de parler d'écriture au travers de ça parce que là je suis en réécriture du roman puis les délais sont très serrés. Mais ça reste. Compte tenu que les délais, des fois, c'est un mois avec Solaris, j'imagine que tu es déjà préparé de. Oui, mais c'est quand même du 90 000 mots à écrire, réécrire, réécrire et réécrire avant de l'envoyer à l'éditeur. Mais, La même chose, en effet. mais bref, OK. voilà, il fallait que je le dise parce que je suis juste trop. Je suis éberlué en fait d'avoir ce contrat. C'est juste ça. Pour une publication quand? Ben oui, effectivement, là, je La comprends là, à quel traduction, point. alors on est 2 traducteurs sur le coup parce qu'il y a 8 romans publiés. L'autre traductrice est française. Elle traduit le premier tome, qui est Game Changer. Moi, je traduis Heated Rivalry en même temps, qui est le deuxième tome. Les 2 tomes vont être publiés fin mai et mi-juin, les 2 premiers tomes. Et Oh, ensuite, on wow! enchaîne sur le 3 Ah! et 4, le 5 et 6 et le 7 et 8. Fait qu'on traduit tout dans l'année. Hi! Tout devrait être publié d'ici la fin de l'année? Oui. Peut-être les 2 derniers vont être Ah! publiés début 2027 quand même. Oh, wow! Hey, mais c'est 1 an. C'est 1 an pour 8 C'est 1 tomes. an pour Oh! 8 tomes, mais c'est parce qu'il y a la série télé, fait que Aussi, c'est pour ça qu'il faut garder le c'est ça. momentum. Puis la saison 2 est annoncée Ah! pour, début 2027, fait que il y a ça aussi. Donc c'est sûr que ça va bien s'agencer. Oh wow! OK, mais vraiment, bon courage dans tout ça. Oui, c'est ça, félicitations et bon courage. C'est ça, à qui une telle Effectivement, popularité. la pression est quand même, je suis très content en fait d'être quand même très invisible. J'imagine même pas l'autrice, j'imagine même pas les acteurs qui sont arrivés d'un seul coup au firmament du vedettariat, puis qui sont, je sais même pas comment ils vivent ça, puis l'autrice est censée être en écriture du dernier tome de la série, mais elle est tout le temps en train d'être demandée dans les médias. Je sais pas comment elle fait pour gérer ça. Nous, les traducteurs, on est quand même tranquille dans notre coin. Mais sérieusement, j'ouvre mon feed Instagram ou Facebook, puis c'est juste ça tout le temps, puis je suis comme, oh my god, il faut pas que je me plante. Il y a vraiment ça, là. C'est un ouais, c'est ça, exact, c'est un projet colossal, puis moi, avec tout ton pedigree et tout ça, moi, je vais être la positive dans tout ça, je vais dire que tu es super bon job. Ce projet-là, là, à faire. Donc voilà, c'était la petite parenthèse, il fallait que j'en parle. Mais concrètement, la traduction, c'est la même chose, c'est le même genre de travail que l'écriture. C'est que c'est le même genre de travail que la direction littéraire parce qu'on travaille dans le monde, les univers des autres, puis il faut respecter l'univers de l'autre tel qu'il est et essayer de le refléter dans la langue d'arrivée pour que ce soit le même genre d'expérience, mais tout en étant compréhensible parce qu'il y a des trucs sinon totalement incompréhensibles culturellement, mais il faut pas les dénaturer non plus. Mhm. Fait que c'est Exact. C'est ça, c'est un travail de moine aussi. Puis c'est justement, pour les gens du chat, là, c'est un de mes objectifs de potentiellement, là, c'est pas immédiatement, mais plus tard dans ma série d'entretiens que je veux faire, j'aimerais justement inviter quelqu'un qui travaille dans la traduction. Potentiellement, ça pourrait être Pascal qui reviendrait. Et sinon, il peut avoir, tu sais, il y a vraiment quelque chose d'intéressant à justement de
de voir comment transposer. Puis, juste pour vous dire aussi, il y a aussi dans le français en tant que tel, vu que des fois, il y a des dialectes différents dans certains endroits, il peut y avoir de la traduction de français à français, mais pour rendre ça plus standard ou l'inverse. Donc, c'est un univers assez vaste. Et c'est justement, ça m'intéresse énormément pour que vous puissiez également être au courant de comment ça fonctionne. Donc, avec tout ça, je pense qu'on pourrait conclure l'entrevue tout de suite. Mais merci encore infiniment pour l'interview. C'était ultra intéressant. Puis je pense que tu as répondu quand même à beaucoup des questionnements de tout le monde sur qu'est-ce que c'est en tant que tel une revue, Solaris, etc. Puis vraiment au plaisir de potentiellement se reparler effectivement là, pour d'autres entrevues ou quelque chose comme ça. Merci à toi et merci aux questions hyper pertinentes. Ça paraît que c'est vraiment une communauté très dynamique et vraiment très passionnée. Ah oui, énormément. Ça, je te le confirme, là. On a beaucoup de personnes chevronnées sur le serveur qui font en sorte que Plumia continue d'exister après, je pense que c'est 4 ans, 5 ans déjà. Puis ça continue d'évoluer. Puis vraiment, on est toutes c'est des personnes très, très passionnées par ce qu'ils font, par l'écriture puis la littérature. Donc, voilà.